part. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à l'événement Psychologie du Bistro Brain. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Mathilde Thibodeau. C'est moi qui vais animer la soirée. Je suis étudiante au baccalauréat en psychologie en deuxième année ici à l'UQTR. Puis, je suis bénévole au comité Bistro Brain depuis le mois de septembre. Pour juste faire un petit sondage dans la salle, est-ce qu'il y en a qui ont déjà assisté à un événement Bistro Brain, qui connaissent bien ça? Oui, OK, parfait. Donc, pour ceux qui n'ont jamais assisté et qui ne connaissent pas ça, je vous présente en résumé l'organisme. Donc, Bistro Brain, c'est un organisme de vulgarisation scientifique qui a été fondé en 2017. Et leur mission, en fait, c'est de diffuser la science, tout simplement, à travers le plaisir et de rendre la connaissance scientifique accessible à tous. Donc, le comité est présent à Sherbrooke, Montréal et, plus récemment, nouveauté, à Trois-Rivières. Puis, on fait également des podcasts, des formations. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez trouver nos informations sur les réseaux sociaux. Donc, je vous présente le plan rapidement de la soirée. On va avoir 4 présentations sur différents sujets en psychologie, de 12 minutes chaque environ. Et après chaque présentation, on va avoir 5 minutes de questions. Donc, c'est bien important de garder vos questions pour la fin. Puis, après 2 présentations, on va avoir une pause de 10 minutes. Puis ensuite, il va y avoir les 2 autres présentations. Et c'est important de rester attentif tout au long des présentations, puisqu'il va y avoir un quiz avec un prix à la fin. Donc, écoutez bien. Puis, j'aimerais avant tout remercier nos commanditaires de la soirée, les fonds de recherche du Québec, qui possèdent les mêmes valeurs, en fait, que l'organisme Bistro Brain, qui est la promotion des connaissances scientifiques. Donc, merci à eux, puisque sans eux, l'événement ce soir ne serait pas possible. Donc, je vais enchaîner tout de suite, en vous présentant notre première présentatrice de la soirée, qui est Gabrielle Duguay. Elle est étudiante au doctorat de recherche en psychologie à l'UQTR. Elle s'intéresse à la santé mentale périnatale et aux traumatismes développementaux. Elle favorise la science et la recherche scientifique au niveau politique et au niveau de la population. Et sa thèse doctorale porte sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale périnatale. Donc, applaudissez-la chaleureusement. Allô, allô? Petit test technique. OK. Parfait. Ça part. Bonjour. Comme Mathilde m'a présenté, je m'appelle Gabrielle. Je suis étudiante au doc en psycho ici à Trois-Rivières. Je suis à ma 3e année. Puis aujourd'hui, je viens vous parler de l'avancement de mon projet doctoral. En fait, je m'intéresse à la santé mentale périnatale en temps de pandémie. Donc, premièrement, pourquoi l'analogie du surf? On peut le voir rapido comme étant les vagues de la pandémie avec les mesures puis la hausse des cas de COVID, mais on peut aussi pousser l'analogie un peu plus loin. On peut voir les vagues comme étant différents défis ou obstacles qui peuvent miner notre bien-être, comme par exemple une pandémie. On peut voir la planche comme étant les outils pour favoriser notre bien-être ou favoriser notre équilibre. Donc, on peut le voir comme étant nos habitudes de vie, comme étant des soins adéquats au moment opportun ou encore des prédispositions individuelles ou sociales à une bonne santé mentale. Puis, on peut voir notre capacité à surfer la vague ou non comme notre bien-être. Bien entendu, la santé mentale puis le bien-être psychologique, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour ce soir, ça va faire l'affaire. Donc, je vous ramène un peu en arrière, désolée pour les mauvais souvenirs, mais en mars 2020, la COVID a fait son arrivée au Québec. Personnellement, je terminais mon bac ici à Trois-Rivières, puis je travaillais au sein du projet STEP auprès de femmes enceintes. Puis comme beaucoup de choses, notre projet a été mis sur la glace. Considérant le climat d'incertitude, d'imprévisibilité de la COVID, ça a eu toutes sortes de répercussions dans nos vies, que ce soit au niveau du travail, de l'économie, au niveau des accès à différents services essentiels, les écoles, la garderie, les hôpitaux. Sans oublier la menace physique réelle que représentait le virus sur lequel on ne savait pas grand-chose à ce moment-là. Rapidement, on entend dans les médias que la pandémie a eu plusieurs répercussions sur la santé mentale de la population générale. Puis aussi rapidement, les voix des familles puis des individus en attente d'un enfant se font entendre. Il y a toutes sortes de questions qui émergent. C'est quoi les impacts d'attraper la COVID quand on est enceinte? Est-ce que les partenaires vont pouvoir être présents lors de rendez-vous médicaux ou lors de l'accouchement? Est-ce qu'on peut se faire vacciner sans risque quand on est enceinte?
C'est toutes sortes de questions valables qui augmentent le stress des familles puis des individus en attente d'un enfant. Stress qui s'ajoute au stress habituel d'une transition aussi importante puis d'une période d'adaptation qu'est la grossesse. C'est pourquoi qu'on s'est posé la question suivante. Bien, comment vont les femmes enceintes québécoises durant la pandémie de COVID-19? La réponse, bien, ça dépend. Puis ça dépend de quoi? C'est là que le surf devient particulièrement intéressant. En avril 2020, on a recruté une cohorte de femmes enceintes durant la pandémie pour pouvoir les comparer aux femmes enceintes qu'on avait déjà recrutées avant la pandémie. Comme ça, on peut vraiment venir cibler l'effet de la pandémie sur le bien-être psychologique de ces femmes-là. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Bien, les femmes qui étaient enceintes depuis mars 2020 rapportaient plus de symptômes dépressifs, donc des sentiments de déprime, être inquiet ou soucieux sans raison, plus de symptômes anxieux, comme par exemple être capable de rester en place, se sentir agitée. Elles rapportaient aussi plus d'émotions négatives, comme la tristesse, de la colère ou du découragement. Elles rapportaient aussi plus de symptômes dissociatifs, donc c'est avoir l'impression, par exemple, de se voir à l'extérieur de son corps ou encore d'oublier certains éléments importants d'événements. Elles rapportaient aussi plus de symptômes post-traumatiques, donc les fameux flashbacks ou encore plus d'hypervigilance. À ça, on a aussi remarqué que les femmes qui étaient enceintes durant la pandémie étaient presque 2 fois plus à risque de présenter des symptômes anxieux ou des symptômes dépressifs durant la pandémie, durant leur grossesse, comparativement aux femmes qui étaient enceintes avant mars 2020. Ça peut sembler alarmant, mais par contre, il s'agit juste d'une photo à un moment précis. Donc, on ne sait pas comment ça allait se résorber, si ça allait se résorber dans le temps ou au contraire, si certaines d'entre elles allaient moins bien se porter. Fait que c'est pourquoi on a continué à les suivre au courant de leur grossesse, puis suivant la naissance de leur enfant. Donc, si on regarde un peu plus loin dans le temps, on peut voir qu'il y a 4 groupes de femmes enceintes qui émergent de nos données. Le premier groupe, c'est les femmes pour qui, durant la période périnatale, donc de la grossesse suivant la naissance de leur enfant, n'ont pas vécu de symptômes dépressifs, par exemple, de manière importante. Le second groupe, quant à elles, représente les femmes dont les symptômes psychologiques se sont améliorés. Donc, au début, ont eu de la difficulté, par exemple, à surfer la vague, mais par la suite, ont réussi à retrouver leur équilibre. Le troisième groupe, c'est les femmes dont les symptômes psychologiques se sont détériorés. Donc, au début, étaient capables de surfer, mais avec le temps, elles ont perdu pied. Le quatrième groupe, quant à elles, représente les femmes qui, malheureusement, ont vécu une détresse psychologique importante tout au long de la période périnatale. Qu'est-ce qu'on a à retenir de ces 4 groupes-là? Bien, premièrement, bonne nouvelle, c'est plus de 80% des femmes enceintes qui se retrouvent dans les 2 premiers groupes. Donc, on peut relaxer un peu. Après ça, quand on se concentre plus particulièrement sur certains groupes de femmes, puisqu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que certaines femmes se retrouvent dans le groupe, par exemple, qui ont vécu de la détresse tout au long de leur grossesse. Il y a plusieurs facteurs qui émergent, mais plus particulièrement celles qui auraient vécu des mauvais traitements au cours de l'enfance. Puis en effet, ce groupe-là, les femmes qui auraient rapporté des antécédents de mauvais traitements au cours de l'enfance, bien, elles sont 4 fois plus à risque de se retrouver dans le 4e groupe, donc de vivre une détresse psychologique persistante de la grossesse suivant la naissance de leur enfant. Encore une fois, ça peut paraître alarmant puisqu'on sait que la détresse psychologique durant la grossesse peut avoir toutes sortes d'effets, que ce soit chez la mère, chez l'enfant ou encore sur le fonctionnement familial en général. Donc, on a décidé de pousser la question encore un peu plus loin. Comment vont les enfants nés de mères enceintes durant la pandémie? Ce qu'on a remarqué, c'est plusieurs choses. Premièrement, malheureusement, il y a bel et bien un impact de la détresse psychologique des femmes enceintes sur le développement de leur enfant, et ce, dès l'âge de 2 mois. Par contre, c'est seulement vrai chez les femmes qui auraient vécu de la détresse persistante, donc celles qui faisaient partie du 4e groupe. C'est plutôt rassurant parce qu'on sait que, premièrement, 80% des femmes, comme je disais tout à l'heure, ont vécu soit aucune détresse psychologique importante ou simplement quelques symptômes. Par contre, on peut aussi comprendre qu'une détresse psychologique transitoire aurait donc peu ou pas d'impact sur le développement des enfants. Puis encore une fois, c'est quand même important puisqu'on sait que 25% des femmes de mon échantillon, par exemple, auraient vécu de la détresse à un moment ou l'autre de leur grossesse ou suivant l'accouchement. Donc, ça aurait représenté beaucoup d'enfants qui auraient possiblement eu des retards, mais on peut être soulagé. Maintenant,
Bien, ma thèse, en s'intéressant à l'impact de la pandémie sur les femmes enceintes, bien, elle permet de mieux outiller, par exemple, les mesures de santé publique ou encore d'identifier certains leviers d'intervention pour venir travailler et favoriser une meilleure santé mentale des femmes durant la grossesse puis suivant l'accouchement. En ce sens, notre équipe de recherche a mis sur pied une intervention ciblée pour la santé mentale périnatale durant la pandémie, puisqu'il est important qu'une fois qu'on sait les effets, par exemple, d'un stresseur durant la grossesse, bien, il faut s'y attarder. En résumé, si on peut donner un seul message aux nouvelles mamans durant la pandémie, c'est que c'est correct d'être essoufflé. Mettre au monde un enfant en temps normal, c'est un défi. De le faire durant la pandémie, ça relève d'un effort olympique. L'important, c'est pas d'être essoufflé, c'est de se déposer, de prendre le temps de reprendre son souffle, puis de retourner sur la planche. Donc, merci. Ça va être maintenant le temps pour les questions. Tout simplement, levez votre main si vous avez des questions, puis voilà. Oui. Oui, en fait, Marion me demandait si je prenais en compte le contexte socio-économique des mères. La réponse est oui. Je vais développer en deux volets. Premièrement, mon échantillon a été recruté en ligne sur les médias sociaux. Ça a été partagé surtout par des gens dans le domaine. Fait que ça a été on a recruté des femmes particulièrement éduquées qui sont en attente de leur premier enfant, sont particulièrement âgées, puis ont un bon revenu. Donc, c'est sûrement que dans un autre échantillon, la réalité serait tout autre. Puis, mon second point, c'est actuellement, je suis en train de regarder particulièrement ça. Puis, il y aurait bel et bien un impact du revenu socio-économique, mais surtout quand on regarde chez les femmes qui font partie du 4e groupe. Donc, d'avoir un revenu socio-économique plus faible augmenterait, dans le fond, les risques d'avoir des symptômes psychologiques persistants là, durant la période périnatale. Mais c'est encore préliminaire. C'est ça. Autre question? Oui. La fin du monde. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre la COVID et la fin du monde? Dans quel sens? Ouais. Pour répéter, en fait, faisant appel à la fin du monde comme étant la crise climatique, puis à savoir si ça peut être transposé. Je dirais non, parce que la COVID, c'est une espèce de parenthèse où est-ce qu'il y a eu beaucoup de stress, puis tout le monde était dedans en même temps, puis tout le monde était conscient, en tout cas, Astérix, là, du risque que ça pouvait provoquer chez tout le monde. Puis il y a eu des mesures restrictives, je veux dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais tout le monde, on ouvrait notre télévision à 2 heures pour voir c'était quoi les mesures. C'était une espèce de bulle où est-ce que tout est arrêté. Fait à cause de ce contexte comme concret puis urgent versus, la crise climatique est tout aussi urgente et réelle, là, mais elle a peut-être un impact un peu plus diffus là, au quotidien versus la COVID qui avait vraiment un impact réel. Puis où est-ce que c'était super changeant constamment, là, on savait vraiment pas au début où est-ce qu'on s'en allait avec nos skis. Fait que ça serait ma réponse. Oui? Est-ce qu'il existe d'autres types d'études qui ont étudié les femmes enceintes ou les nouvelles mamans sur une période où sur un traumatisme qui serait semblable à la COVID, comme la timidité? Ouais. Est-ce qu'il y a des études similaires sur lesquelles vous basez ou est-ce que vous pourrez confirmer ou infirmer les études? Certainement, il y a... pardon?
répéter la question, oui. À savoir s'il y a d'autres contextes similaires de stresseurs durant la grossesse, mettons, sur lesquels on peut se baser, puis soit répliquer des résultats ou pas. Bien, là, c'est sûr, la COVID, c'est un exemple à part, mais dans la même ordre d'idée, il y a eu la crise du verglas en 98. Il y a Suzanne King à l'Université McGill qui s'est intéressée à l'impact, justement, de stresseurs-là chez les femmes enceintes, puis qui a suivi les cohortes de mères puis d'enfants vraiment longtemps. Puis il y a eu toutes sortes d'associations avec, par exemple, plusieurs troubles intériorisés, extériorisés, fait que troubles de comportement pour les troubles extériorisés, puis anxiété chez les enfants, de femmes qui ont été exposées à plus de stress durant la grossesse dans le contexte de la crise du verglas. Il y a aussi eu beaucoup de liens avec la santé physique des enfants, notamment les risques d'obésité, puis aussi tout ce qui est le TDA, TDAH. Grosso modo, là, c'est ce qui a été retrouvé dans cet échantillon-là. Fait que ça serait, il y a ça ici au Québec, du moins. Plaisir. D'autres questions? Merci, Gabrielle. Merci. Je vous présente maintenant notre deuxième présentatrice de la soirée. Il s'agit de Rose-Marie, qui est présentement en première année du baccalauréat en psychologie à l'UQTR. Rose-Marie a 22 ans, puis elle s'est décrite comme étant alliée de la réconciliation autochtone, du mouvement Every Child Matter et du mouvement Black Lives Matter. Elle est également membre du comité Bistro Brain depuis peu et ancienne présentatrice Bistro Brain, donc on l'applaudit. Je ferais juste un petit rappel là, avant que la présentation commence par rapport à nos présentateurs qui présentent de façon bénévole et super gentiment. Fait que juste garder le respect là, puis parler à voix basse ou ne pas parler, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. J'espère que ça va bien. Petite question avant de commencer comme ça. Y en a-tu qui est conspirationniste dans la salle à main levée? Ouh! Comment jeter un petit malaise? Vous allez être surpris, mais techniquement, tout le monde est menteur ici. Parce qu'on a un 6% des Québécois qui sont conspirationnistes. Fait qu'on a au moins 6 personnes sur 10 ici qui ont des pensées conspirationnistes. Qu'est-ce que c'est le conspirationniste? Le conspirationniste, c'est une personne ou un groupe de personnes qui sont convaincus et qui essaient de convaincre les gens qu'il y a une organisation qui nous gouverne ou bien des gens qui ont de l'argent, qui en fait contrôlent nos pensées en gardant des informations secrètes pour eux. Le genre de théorie qu'on peut avoir là-dessus, c'est par exemple aux États-Unis, il y a un groupe de personnes qui croient que les oiseaux, ça n'existe juste pas. C'est tout en fait des drones inventés par le gouvernement pour mieux nous surveiller. On se demande qu'est-ce que c'est une dinde ou bien du poulet rendu là. Ensuite, un beau classique, on a Walt Disney qui se serait fait congeler dans le but de se faire décongeler à un moment donné, quand que la technologie va être assez avancée, dans le but de rester immortel. Mais là, plus récemment, en fait, cette théorie-là va encore plus loin, parce que le film Frozen aurait été inventé non pour amuser les enfants, mais pour brouiller l'algorithme de Google pour nous empêcher de faire des recherches sur la congélation de Walt Disney. Donc, c'était des petites théories d'exemples, de conspirationnistes qu'on aurait pu avoir. Pourquoi est-ce que les gens ont des pensées conspirationnistes? En fait, on est tous un peu conspirationnistes, même si on ne rentre pas dans le 6%. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est une façon de nous représenter le monde, OK? Puis, on se crée des théories,
Puis après ça, c'est normal dans le sens où est-ce que après, il y a un raisonnement. T'sais, on s'est tout dit, ah, OK, il y a une forme de cœur dans le ciel, c'est un cœur. Mais après ça, on s'est dit, ouais, non, c'est peut-être plus un nuage, là. C'est pas vrai que c'est un cœur dans le ciel. Après ça, là où est-ce que c'est pas normal, c'est quand il n'y a pas de raisonnement après. Puis ça, c'est souvent les conspirationnistes qui ont ça. Ça fait partie de leur identité, vraiment de leur personnalité. C'est des personnes qui ont confiance en rien du tout, ils naissent comme ça. Puis c'est des champions de la critique, donc ils vont se créer de leurs propres preuves, faire leurs propres recherches, puis décider que leurs théories sont valides selon leurs propres recherches et leurs propres preuves. C'est ça, sans raisonnement. D'où est-ce que ça vient? En fait, ça vient d'un processus cognitif qui s'appelle la détection d'agents. Dans le fond, c'est d'attribuer, mettons, une cause, un coupable, mettons, à une situation, un changement qui se passe dans notre environnement. Puis ça, c'est un processus cognitif qui est là depuis que l'homme est homme. Puis ça nous a aidés pendant notre évolution à survivre. Pendant la Oups, excusez. Puis, dans le fond, ouais, c'est ça. Par exemple, pendant la pandémie, on a eu des gens qui ont mis la faute de la COVID-19 sur, mettons, Bill Gates, c'est lui qui aurait inventé la COVID-19, ou bien encore le gouvernement qui aurait voulu inventer nous implanter la 5G avec le vaccin. Donc, c'est ça. Fait qu'on attribue un agent à une cause, genre un changement dans notre environnement, qui était la COVID. Donc, voilà. Pour le phénomène collectif, en psychologie sociale, on a découvert que, dans le fond, tu sais, quand que les gens ils se regroupent pour avoir comme un groupe de personnes qui croient en la même théorie puis qui essaient de promouvoir ça puis de convaincre les gens que c'est leur théorie qui est bonne, c'est que dans le fond, ça part d'un sentiment collectif de peur et d'angoisse qui fait en sorte qu'ils vont développer des théories conspirationnistes. Et c'est avec ce sentiment de peur et d'angoisse-là qu'ils vont embarquer d'autres gens dans leur théorie. Voilà. Ensuite, quelques petits faits intéressants. On a par exemple des conséquences que vous en connaissez sûrement déjà, mais on va y aller quand même. On a par exemple des conséquences sociales. Par exemple, comme qu'on a vu pendant la pandémie, on a eu la ségrégation en ceux qui étaient conspirationnistes versus ceux qui n'étaient pas conspirationnistes. Fait que ça, tu sais, c'était pas tout le temps le fun à vivre. Ensuite, il peut y avoir des conséquences politiques, d'autres des conséquences familiales. Encore une fois, pendant la pandémie, on a vu beaucoup de familles qui se sont détruites à cause de ça. Puis, etc. Ensuite, on a quelques pistes de solutions. J'en ai trouvé 2 parce que c'est quand même assez difficile. On a par exemple des chercheurs en cognition qui ont découvert que plus on s'entraînait à la réflexion analytique, donc plus on faisait des exercices de réflexion, d'analyse de nos théories, plus on pouvait avoir moins de pensées comme conspirationnistes, des théories que finalement il n'y a pas de raisonnement après. Puis, pour ceux qui sont pas conspirationnistes, entre guillemets, ça serait plus de comme s'informer puis d'en parler aux gens autour de qu'est-ce que c'est le conspirationniste. Ouais, fait que voilà. En conclusion, je vais apporter une nuance importante. Une théorie conspirationniste, c'est faux jusqu'à preuve du contraire. Fait qu'on a eu beaucoup de théories dans le passé qui, finalement, se sont avérées vraies. On a par exemple avec les cigarettes. Il y a eu un moment dans l'histoire où est-ce que les scientifiques disaient que c'était bon pour la santé, que ça donnait pas de maux de gorge, ça donnait pas le cancer. Puis aujourd'hui, c'est complètement le contraire. On avait des publicités dans le temps pour fumer, puis aujourd'hui, c'est des publicités anti-fumage.
Donc, voilà. Ensuite, on a bien évidemment Snowden avec la surveillance de masse, donc du gouvernement des États-Unis qui, avec la CIA, je crois, NSA, en tout cas, un de ces organisations-là qui fait de la surveillance de masse au niveau international. Petit plus, pour ceux qui s'intéressent en fait au conspirationnisme, on a David Morin et Marie-Ève Carignan qui ont fait une grosse recherche là-dessus. C'est des chercheurs en sociaux, je crois, communication. Puis, ouais, c'est ça. Donc, en fait, ils ont fait un livre aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Mon frère est complotiste ». Puis, comme vous pouvez voir, il explique comment rétablir le lien social et le dialogue social. Puis, David Morin a aussi passé sur Bistro Brain il y a quelques temps. Fait que si vous voulez aller voir de quoi ça avait l'air, sa présentation, ben, vous pouvez aller faire un petit tour sur YouTube. C'est quand même très intéressant. Donc, voilà. Merci de votre attention. Est-ce qu'on a des questions? C'est le temps de lever la main. Oui. Est-ce que la position socio-économique et sociale de quelqu'un peut faire en sorte qu'il va tomber dans Oups, 2 petites secondes. OK. La question était, est-ce que la position socio-économique et sociale pouvait faire en sorte que les gens sont plus attirés vers le conspirationnisme? Je pense que tout le monde a un peu la réponse à la question. Par rapport à ce qui s'est passé pendant la pandémie, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient plus proches de nous qui avaient des pensées plus conspirationnistes que d'autres. Puis, non, en fait, c'est ça, les études faites pendant la pandémie, surtout, là, ils tentent à montrer que non, que tu sois super riche, que tu sois avocat, mettons, puis que tu as une grosse maison, puis tout, puis que tu as un bon cercle social, ou que tu sois Jean-Guy qui habite en campagne, puis qui vit sur le bien-être social, ça ne change rien. Là. D'autres questions? Oui. Non, ça, en fait, cette présentation-là a été inspirée par un article du Pharmacien, vraiment très intéressant. Ça s'appelle « Dans la tête d'un conspirationniste ». Puis, il y a beaucoup de trucs que j'ai dit ce soir qui sortaient de là. Je conseille d'aller lire, là, c'est vraiment quand même très drôle, puis ça nous informe vraiment beaucoup sur la chose. Merci, Rosemary. C'est l'heure maintenant d'une petite pause de 10 minutes, le temps d'aller vous chercher une autre bière, donc enjoy. OK, donc je vous présente notre prochain présentateur de la soirée. Il s'agit de Olivier. Olivier est présentement étudiant au doctorat en recherche et intervention en neuropsy à l'UQTR. Il s'intéresse particulièrement au vieillissement pathologique et non pathologique, ainsi qu'au sens de l'odorat. Donc, sa présentation va porter sur l'univers de sa thèse de doctorat, donc plus précisément l'olfaction comme marqueur hâtif de la maladie d'Alzheimer. Donc, le voici. Donc, allô tout le monde. Je me demandais, on a parlé beaucoup de COVID aujourd'hui. Donc, on sait par exemple qu'il y a des gens ici qui ont perdu l'olfaction suite à la COVID-19. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu justement la COVID. Vous pouvez lever la main si jamais c'est le cas. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont perdu l'odorat suite à la COVID-19? OK, on voit qu'il y a quand même certaines personnes, pas trop, mais quand même. Donc, félicitations. Mais pour moi, c'était vraiment intéressant parce que,
perdre l'odorat, moi je m'intéresse à l'odorat, fait qu'il y a plus d'études là-dessus, fait qu'il y a plus de financement, c'est vraiment intéressant. Mais il faut savoir que c'est pas juste la COVID-19 qui peut impacter l'odorat. Il y a d'autres maladies, puis là on pense peut-être à la maladie d'Alzheimer, mais il faut savoir que les maladies neurodégénératives, justement comme la maladie d'Alzheimer puis la maladie de Parkinson, ben il semble avoir une atteinte aussi de l'olfaction. Ben c'est sur ça en fait que moi je vais traiter aujourd'hui. Puis justement, est-ce qu'il existe un lien entre la maladie d'Alzheimer et l'olfaction? Petit punch, oui. Aussi, je vais vous parler de l'objectif de ma recherche, sur quoi moi je travaille particulièrement au niveau de la maladie d'Alzheimer, puis l'odorat. La méthode que j'utilise pour ma thèse, puis pour arriver à éventuellement mes objectifs de recherche, puis une étude de faisabilité que j'ai conduite récemment sur le sujet. Donc, un lien entre l'odorat et la maladie d'Alzheimer. Bien, tout d'abord, il faudrait peut-être parler de qu'est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer, puis je suis pas mal certain que pas mal d'entre vous savez que la maladie d'Alzheimer, bien, ça atteint la mémoire. Mais il faut savoir que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est neurodégénérative. Donc, elle va atteindre le cerveau de façon progressive. Donc, la personne va perdre ses fonctions cognitives au fur et à mesure. Puis la mémoire, bien, c'est la fonction qui est comme primaire qu'on risque de perdre dans la maladie d'Alzheimer. Puis, la plupart des gens qui vont avoir un diagnostic de maladie d'Alzheimer vont recevoir un stade qui est quand même très avancé de la maladie où la personne perd en fait son autonomie dans la vie quotidienne. Donc, elle doit être placée dans, par exemple, un centre, un CHSLD, ou sinon être pris en charge par des proches aidants. Puis, presque 50%. Fait que ce serait quand même intéressant de voir, est-ce qu'on est en mesure de peut-être prédire les personnes qui risquent de développer la maladie? Puis on sait que cette maladie-là, ben, est dormante dans le cerveau jusqu'à 25 ans. Fait qu'avant de perdre son autonomie, ben, il y a certains signes comme hâtifs qui pourraient suggérer que la personne risque de développer la maladie, oui ou non. Donc, on a quand même du gap pour peut-être voir est-ce que la personne risque de la développer, oui ou non. Puis d'ici 15 ans, ben, on s'attend à une augmentation d'environ 66% des cas de maladie d'Alzheimer. Je sais, c'est décevant, mais une des raisons pour ça, c'est parce que l'âge, c'est un des facteurs les plus précipitants pour développer la maladie. Puis on vit dans une société, en fait, où on voit, en fait, que la plupart des personnes vont vieillir. Mais aussi, on a plus de vieux ou de personnes âgées qui sont présentes. Fait qu'on a plus de cas de maladie d'Alzheimer. Mais il existe différents stades de la maladie. Là, j'ai parlé de la maladie d'Alzheimer que vous connaissez, qui atteint la mémoire, la personne n'est plus autonome dans la vie de tous les jours. Mais avant ça, il y aurait comme un stade qui s'appellerait le trouble cognitif léger, où la personne, ça fonctionne encore dans la vie de tous les jours, mais quand on l'évalue avec des tests plus neuropsychologiques, où on évalue les fonctions cognitives comme l'attention, la mémoire, tout ça, bien, on se rend compte que ces personnes-là, ils ont des scores qui sont sous la moyenne, donc en dessous de ce qu'on devrait s'attendre pour leur âge. Mais dans la vie quotidienne, ils sont capables de compenser quand même. Donc, on sait qu'ils ont plus de chances de convertir éventuellement vers une maladie d'Alzheimer, puis que ça va progresser parce que c'est une maladie qui est progressive. Mais avant ça, on aurait un autre stade où la personne, en fait, dans la vie quotidienne, tout va bien, son autonomie est bonne. Quand on l'évalue avec des tests neuropsychologiques, tout va bien, mais la personne a des plaintes de mémoire. Donc, elle se rend compte que possiblement sa mémoire est affectée. Bien, ça serait également peut-être un signe hâtif du développement de la maladie. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard, mais là, je vais passer à l'odorat, parce que c'est mon sujet préféré. Donc, est-ce qu'il y a des troubles olfactifs au sein de la maladie d'Alzheimer? Bien, il existe un lien anatomique unique entre le système olfactif et la mémoire. Il faut savoir que, par exemple, l'odorat puis la mémoire, dans le cerveau, c'est quand même assez proche. Puis, peut-être que vous avez déjà eu une expérience similaire. Vous avez senti un parfum d'un ancien être aimé, vous avez senti une odeur de nourriture que votre mère ou votre père cuisinait, puis ça vous rappelle un souvenir presque vivide de ce qui s'est passé. Bien, cet effet-là, on le connaît depuis longtemps, puis ce serait Marcel Proust, en fait, qui aurait amené ça, il appellerait ça les madeleines de Proust. Donc, en plus d'avoir comme un lien anatomique qui est unique puis qui est proche, on le vit aussi au niveau de nos fonctions cognitives, puis au niveau de notre mémoire puis nos émotions. Donc, il semble avoir un lien entre l'odorat puis la mémoire. Puis en plus de ça, bien, dans la maladie d'Alzheimer, quand on fait des IRM puis on regarde au niveau du cerveau, bien, on se rend compte que les premières régions qui sont touchées, c'est des régions qui sont aussi impliquées dans le traitement de l'odorat. Donc, encore là, il semble avoir un lien entre maladie d'Alzheimer et odorat. Mais en plus, au niveau comportemental, quand on teste l'olfaction chez les gens, donc l'odorat, particulièrement chez les personnes qui sont dans le trouble cognitif léger, fait que le deuxième stade, il faut y avoir une référence juste en bas pas mal tout le long de la présentation, bien, ils vont présenter des troubles d'identification d'odeur. Ce que j'entends par troubles d'identification d'odeur, c'est qu'on va utiliser des petits crayons comme ça, qui ressemblent un peu aux crayons qu'on avait quand on était jeune, avec certaines odeurs puis qu'on sentait.
puis on va les présenter sur le nez de la personne, puis on va lui demander de rappeler c'est quoi l'odeur. Bien, ces gens-là, en fait, presque la moitié vont avoir des difficultés à dire c'est quoi l'odeur, comparativement à des gens qui n'auraient pas un trouble cognitif léger. Puis quand on se rend dans le stade de maladie d'Alzheimer, donc le dernier stade de démence, presque la totalité, donc à peu près 90% des troubles de l'odorat. Donc, on voit qu'il y a quand même un bon lien avec l'odorat puis la maladie d'Alzheimer. Mais il existe un problème de spécificité. Ce que j'entends par spécificité, c'est que, tu sais, au début, je vous ai parlé de la COVID-19, qu'on parle d'odorat. Bien, si on parle d'odorat à cause de la COVID-19, est-ce qu'on va développer la maladie d'Alzheimer? Pas nécessairement. Mais il y en a plusieurs autres causes. Il y a des maladies, par exemple, respiratoires ou chroniques qui peuvent amener à une perte de l'odorat. Il y a des traumatismes crâniens ou des commotions cérébrales ou d'autres types de démence comme la maladie de Parkinson. Puis, il y a des gens, en fait, qui vont naître sans olfaction. Donc, à ce moment-là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont développer la maladie. Puis, en plus de ça, un autre problème, c'est que, un peu comme la vision avec la presbytie, on perd un petit peu notre vision en vieillissant, bien, c'est similaire aussi avec l'odorat. Donc, à ce moment-là, comment on peut savoir si une personne va développer la maladie juste si son odorat est affecté? Bien, c'est là que ma première partie de la présentation est importante parce que moi, je m'intéresse à un stade qui est le déclin cognitif subjectif. Donc, tantôt, je vous parlais des gens qui ont des plaintes de mémoire, mais qu'on n'est pas sûr s'ils vont convertir vers une maladie ou pas. Fait que l'idée, c'est de combiner des troubles de l'odorat avec des plaintes de mémoire, à savoir, est-ce que ces gens-là vont éventuellement développer la maladie ou non? Puis, la littérature, qu'est-ce qu'elle dit actuellement sur ce sujet-là? Bien, un peu comme je l'ai mentionné plus tôt, plus on évolue dans les stades, fait que le stade 1, 2, 3, plus les troubles de l'olfaction, les troubles de l'odorat évoluent, fait que plus c'est sévère. Mais les études qui portent sur le déficit cognitif, le déclin cognitif subjectif, pardon, sont quand même assez hétérogènes. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que oui, il y a des troubles de l'odorat, il y en a qui disent que non, il n'y a pas de troubles d'odorat. Fait que ça devient un peu compliqué à savoir, est-ce que réellement cette population-là est atteinte de troubles de l'odorat? Puis, une des raisons pour lesquelles on s'attend à ce que ça soit peut-être hétérogène, c'est que les études utilisent strictement des tâches qui sont basées sur des tests qui sont comportementaux. Donc, qui vont demander, par exemple, à la personne d'utiliser d'autres fonctions cognitives. Tantôt, je vous ai parlé de ces petits crayons-là. Donc, on va présenter l'odeur sous le nez de la personne, puis on va lui demander de dire qu'est-ce que ça sent. Est-ce que ça sent la cerise, la framboise, le bleuet ou le cassis? La personne va devoir aller chercher le mot en arrière puis dire « Ah, ça sent la cerise ». Mais si la personne a des plaintes de mémoire ou de l'anxiété à cause de ça, ça peut venir impacter ses réponses. Fait que c'est pas une mesure réellement de dire est-ce que je mesure l'olfaction ou je mesure ses capacités de mémoire. C'est pas ça que je veux mesurer. Fait que une solution, ça serait peut-être d'utiliser une méthode plus directe. Ce que j'entends par plus direct, parce que c'est pas nécessairement direct comme mesure, c'est d'utiliser un casque avec des électrodes qui vont capter l'activité cérébrale de la personne quand on lui envoie des odeurs. Fait que là, on va pouvoir avoir un signal un peu plus clair sans que la personne ait besoin d'une réponse verbale pour me dire « Ah, ça sent la cerise ». Mais ça, moi, c'est ce que je vais utiliser dans ma thèse. Puis ce que vous voyez là, c'est justement une photo au laboratoire avec un casque, des électrodes, donc les petits capteurs sur la tête, et la grosse machine qui a l'air un peu bizarre en arrière, c'est ce qu'on appelle un olfactomètre. Ça va envoyer des odeurs dans le nez de la personne, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. Donc ça, c'est ce que j'utilise. Puis justement, l'objectif de ma thèse, c'est d'évaluer le fonctionnement du système olfactif, donc de l'odorat, dans une phase préclinique de la maladie d'Alzheimer, donc le premier stade qui est le déclin cognitif subjectif, pour améliorer un dépistage précoce des personnes à risque de développer la maladie. Puis comment je fais ça? Bien, j'ai parlé un peu de mes méthodes, mais moi, ce à quoi je m'intéresse, c'est deux groupes. Un groupe contrôle de personnes de 65 ans et plus, qui n'ont pas de plainte de mémoire, quand on les évalue avec des tests neuropsychologiques qui sont dans la moyenne, tout va bien. Avec un autre groupe qui aurait un déclin cognitif subjectif, donc le premier stade, 65 ans et plus, mais qu'eux, ils ont des plaintes de mémoire, mais tout le reste va bien. On veut voir est-ce que leur odorat, au niveau comportemental, fait qu'avec les petits crayons, est différent, mais aussi avec cette méthode-là qui n'a pas encore été utilisée nulle part au Québec et au Canada, parce qu'on est le seul laboratoire à avoir cette technologie-là pour le faire. Puis c'est ce à quoi on s'intéresse actuellement. Toutefois, encore la COVID-19, dû à la COVID-19, ben, c'était une population qui était vulnérable, donc j'ai pas pu évaluer encore les personnes de 65 ans et plus. Donc j'ai dû voir, est-ce que ma méthode, elle fonctionne? Puis en même temps, quand on parle de plaintes de mémoire, tu parles des plaintes de mémoire pas nécessairement parce que tu as une dégénérescence au niveau de ton cerveau, mais une atteinte au niveau de ton cerveau, mais juste parce que, par exemple, tu es anxieux. Parce que plus on vieillit, puis plus on est anxieux de perdre la mémoire, puis peut-être de développer la maladie, mais on est peut-être normal aussi, puis on n'a pas de trouble. Fait que c'est important de regarder peut-être l'anxiété. Puis en fait, vu que je ne pouvais pas tester
chez des personnes qui étaient plus vulnérables de 65 ans et plus. Je me suis intéressé à une population plus jeune, donc des universitaires comme nous. Puis, j'ai regardé au niveau de l'anxiété, à savoir si ça pouvait affecter la perception olfactive. Donc, j'ai utilisé mon casque. Puis, ça, c'est ce qu'on voit dans la littérature quand on regarde au niveau de qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau. Fait qu'on a différentes composantes qui sont reliées au traitement olfactif. Fait que là, vous voyez P1, P2, P3. C'est un peu compliqué dit de même, mais peu importe, chacune des pics que vous voyez, c'est comme un moment du traitement de l'odorat dans votre nez. Puis moi, je voulais voir, est-ce que ma méthode, elle fonctionne? Je suis le seul au Québec à faire ça. Fait que ça, c'est ce que moi, j'ai eu. C'est quand même assez similaire à ce qu'on peut voir dans la littérature. Donc, cette étude-là m'a permis de voir que pour mon étude de 65 ans et plus, j'étais sur la bonne voie. Mais en plus de ça, ça m'a permis de savoir que peut-être que l'anxiété, ça serait quelque chose d'important à considérer dans mon étude. Parce que l'anxiété, ça peut affecter la mesure des capacités olfactives. Donc, dans ce cas-là, moi, dans mon étude, je vais rajouter au protocole que je vous ai présenté des tests qui vont mesurer l'anxiété de la personne, à savoir est-ce que ça va affecter ou non leur perception olfactive. Donc, merci beaucoup. Je suis prêt pour les questions. Oui? Il n'y avait pas de questions niaiseuses. Walcart? Non, je ne l'ai pas vu. OK. Je pense que oui. J'aurais tendance à dire que oui, parce que les personnes qui vivent avec de l'anxiété, par exemple, donc les troubles anxieux, ça affecte les capacités olfactives. Mais en fait, on ne sait pas le lien vient de quel bord. Parce que quand on parle d'odorat, peut-être que vous l'avez vu avec la COVID, monde qui sont proches, qui ont perdu leur odorat, puis qui ne peuvent pas nécessairement manger tout ce qu'ils voulaient. En fait, ils peuvent manger ce qu'ils voulaient manger, mais ça ne goûte plus rien. Parce qu'il faut savoir que l'odorat, c'est à peu près 80% de notre goût. Sur notre goût, on goûte juste le salé, l'amer, l'umami, l'acide, puis le sucré. C'est tout ce qu'on goûte. Tout ce qui est complexité au niveau des saveurs, ça vient du nez. Fait que ça peut nous rendre plus anxieux parce que on mange des choses qu'on a moins de plaisir. Donc, dépression, anxiété, c'est quand même proche aussi. Mais on ne sait pas si le lien va dans ce sens-là ou dans l'autre. Fait que si, par exemple, quelqu'un qui a des troubles anxieux, ils ont tendance à avoir des moins bonnes capacités olfactives. Donc, pour répondre rapidement à ta question, oui. Oui? Dans une perspective évolutive, est-ce que les troubles d'olfaction qui augmentent avec le temps, on pourrait faire un lien avec le fait que l'espèce humaine évolue, s'adapte, comme on a plus besoin de sentir, par exemple, pour trouver de la bouffe ou pour échapper à un danger parce qu'il y a le McDo à côté de chez nous, ben, d'un point de vue évolutif, j'ai plus besoin de l'odorat. L'odorat, ça va... Je comprends ta question parce que c'est vrai que l'odorat, c'est un des sens les plus primaires qu'on peut avoir. Puis c'est pour ça que c'est autant relié aux émotions, puis c'est autant relié, par exemple, aussi à l'anxiété, à savoir est-ce qu'il y a un danger ou il n'y a pas de danger. Mais on utilise quand même beaucoup l'odorat, comme je disais tantôt, avec le goût. L'odorat, c'est presque 100% ton goût. Fait qu'il y a une question aussi de savoir les nutriments que tu vas choisir, qu'est-ce que tu vas prendre dans ta nourriture, puis aussi, il y a une question d'avertissement. Si, par exemple, tu es à quelque part puis ça sent le feu, à ce moment-là, tu vas savoir que, hey, ça sent le feu, je suis peut-être mieux de sortir du building ou dire au monde que c'est pas normal que ça sent le feu. Ou tu sens quelque chose que tu manges avant de le manger, puis ça sent un peu les œufs pourris. Puis c'est pas des œufs, tu sais. Tu te poses la question, est-ce que je devrais le manger ou pas? Fait que c'est encore très utile aujourd'hui. Fait que j'aurais pas tendance à croire qu'on va perdre le sens de l'odorat. Mais il faut savoir que les êtres humains, notre sens primaire, c'est la vision. Si on pense aux souris, ça serait l'odorat. Pour nous, c'est la vision. Oui? Oui. C'est vraiment une bonne question. Dans le fond, ce qu'on me demande, c'est à savoir si le fait d'utiliser ces crayons-là chez des personnes qui sont peut-être plus âgées, est-ce que c'est quand même une bonne mesure, considérant qu'il peut y avoir plein de facteurs, justement, qui peuvent jouer? Oui. Mais là, en l'utilisant chez les vieux, c'est ça ta question, à savoir chez les vieux, est-ce que ça viendrait impacter?
OK. Ben, dans tous les cas, il va quand même avoir des facteurs avec ces crayons-là, mais il faut savoir que c'est une mesure qui est très standardisée. C'est quelque chose qui est utilisé dans beaucoup d'études, puis que pour moi, ben, j'ai des normes que je peux utiliser puis comparer à ça. Fait que même pour des personnes âgées, ça peut venir jouer aussi, mais le fait d'utiliser une autre mesure qui va venir corroborer puis voir s'il y a une corrélation un peu entre les deux, est-ce qu'il y a une association entre les deux mesures, ça va me permettre de voir est-ce que c'est valide ou pas. Je ne sais pas si ça répond à ta question, c'est un peu flou, mais... Oui? Oui? Oui, mais c'est vraiment intéressant parce que en plus, dans notre laboratoire, on regarde des personnes, par exemple, qui ont la COVID-19 qui vivent avec une anosmie. Mais oui, il peut en avoir. Puis, tu sais, dans mon cas, je vais les considérer parce que, justement, dans les 90% des personnes, ils ont des troubles d'identification d'odeur dans mes Alzheimer, mais il y en a plein qui sont anosmiques. Puis ça, c'est un problème aussi dans... Parce que moi, je m'intéresse au déclin cognitif subjectif, qui est un des stades précoces, mais si je m'intéressais à la maladie d'Alzheimer avec mes super techniques de casque sur la tête, bien, ça se pourrait que je ne vois pas d'activité cérébrale. Puis une des raisons pour ça, c'est parce qu'il serait probablement anosmique. Fait que l'odeur, la personne la sentirait juste pas. Fait que si je regardais son cerveau, ça serait flat. Ben, pas flat partout, là, mais au niveau de l'odorat. Donc voilà. Merci. Merci, Olivier. Pour notre dernière présentation ce soir, je vous présente Justine, qui est présentement étudiante au doctorat en recherche et intervention en neuropsy à l'UQTR. Elle s'intéresse beaucoup aux composantes cognitives et émotionnelles du cerveau et sa thèse doctorale porte sur les conséquences des expériences traumatiques sur la santé cognitive des personnes réfugiées. Elle est également ancienne présentatrice à Bistro Brain. Donc, voilà. Donc, depuis maintenant près de 1 an, on entend parler des atrocités qui se passent en Ukraine, où qu'il y a des millions de personnes qui ont été forcées de fuir leur pays, étant donné la guerre. Malheureusement, ce qui se passe en Ukraine, c'est pas un cas isolé. Il y a à travers le monde plusieurs conflits qui mènent des gens à devoir fuir les frontières de leur pays pour tenter de trouver la sécurité. On peut penser plus récemment à ce qui s'est passé en Iran, en Afghanistan, ou même à des conflits qui perdurent depuis plus de 10 ans, comme en Syrie, en République démocratique du Congo ou au Myanmar. On peut qualifier ce phénomène-là de crise migratoire, puisqu'il y a vraiment eu une augmentation du nombre de personnes qui sont forcées de fuir leur pays depuis les 10 dernières années. Quand une personne fuit son pays pour tenter de trouver la sécurité, on l'appelle une personne réfugiée. Mais c'est quoi exactement une personne réfugiée? En fait, c'est un type d'immigrant, mais qui n'a pas choisi de quitter son pays. En fait, il y a vraiment la notion qui a été forcée de fuir. Et parfois, les personnes, en fuyant leur pays, ils traversent à pied la frontière de leur pays pour aller dans un pays voisin. Ils sont parfois accueillis dans des camps de réfugiés par l'ONU, mais la plupart du temps, ils vont être accueillis par la communauté voisine. Malheureusement, les pays voisins aux pays en guerre sont souvent en conflit aussi, ils ont peu de ressources économiques, ils n'ont pas d'opportunités d'emploi pour les personnes qui arrivent. Donc, à cause de ça, il y a l'ONU qui va réinstaller des personnes réfugiées dans un tierce pays. Donc, par exemple, le Canada, nous, on est un exemple de pays qui va accueillir des réfugiés qui étaient déjà dans un pays quand ils avaient fui. Donc, c'est pour ça qu'au Canada, on a des personnes réfugiées, même si on n'est pas à la frontière d'un pays en guerre. Les personnes réfugiées, lorsqu'ils doivent fuir leur pays, ils ont vécu beaucoup d'événements extrêmement difficiles, comme par exemple, il y en a qui ont vécu la guerre, des persécutions, des menaces de mort. Il y en a qui ont été témoins devant leurs yeux de leur famille qui se faisaient assassiner, des membres de leur famille qui sont kidnappés, et ils doivent tous fuir dans des conditions qui sont dangereuses. Souvent, ils doivent trouver des façons irrégulières de traverser les frontières et ils sont en danger de mort. Donc, étant donné ce danger-là de mort qui court, on appelle ça des événements traumatiques, tous les événements qu'ils vont vivre.
Malheureusement, ça ne s'arrête pas là, les difficultés qu'ils vont vivre. Une fois arrivés au pays d'accueil, ils vont encore vivre plusieurs difficultés, comme par exemple les différences culturelles. Donc, ils vont avoir une nouvelle langue à apprendre, une nouvelle culture, des nouveaux codes sociaux. Ils vont également souvent perdre leur statut social qu'il y avait dans leur pays. Donc, par exemple, quelqu'un qui était dentiste en Iran va arriver ici puis il ne pourra pas pratiquer. Donc, ils doivent tous refaire leur équivalence. Puis, ils vont vivre souvent beaucoup d'inquiétudes par rapport à leur pays. Parce que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas choisi de quitter leur pays. Ils ont été forcés de fuir, mais ils vont être inquiets pour le sort de leur nation et tous les membres de leur famille qui sont restés aussi là-bas. Donc, je pense que ça ne vous étonnera pas si je vous dis que ça peut affecter leur santé mentale, tous les événements qui leur arrivent. Notamment, on peut penser à de la dépression, de l'anxiété, mais il y a également un trouble là, qui est quand même assez prévalent chez cette population-là, et c'est le trouble de stress post-traumatique. Gabrielle, je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt, mais je vais vous faire un petit résumé. Là. En fait, le trouble de stress post-traumatique, c'est un trouble de santé mentale qui survient après avoir été exposé à un événement traumatique. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils ont comme symptômes? Ils vont avoir des fameux flashbacks, donc de la reviviscence des événements traumatiques qu'ils ont vécus. Ils vont également tenter d'éviter les lieux qui leur rappellent le traumatisme. Ils vont aussi éviter de penser aux événements. Puis, ils vont également être hyper réactifs à certains stimuli. Donc, s'il y a quelque chose qui leur rappelle l'événement, ça peut vraiment faire une grosse crise d'anxiété. Comme par exemple, un avion qui passe dans le ciel, et si ça leur rappelle un avion qui faisait tomber des bombes, bien là, ils vont avoir une grosse crise d'anxiété. Chez les personnes réfugiées, c'est prévalent de 20 à 50 ce qui est beaucoup plus que la population normale. Donc, en plus de la santé mentale que ça peut affecter, le fait de vivre des expériences traumatiques, ça peut également affecter un autre type de santé, qui est la santé cognitive, donc la santé des fonctions de notre cerveau qui nous permet d'apprendre. On peut penser à l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives. Donc, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à l'impact des traumatismes sur la santé cognitive. Pour ma première étude, qui est celle que je vais vous présenter aujourd'hui, je me suis intéressée à un type particulier de fonction cognitive, qui est la mémoire autobiographique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma première étude de thèse, que j'ai terminé la collecte de données, puis que je suis en train de rédiger l'article. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est la mémoire autobiographique? En fait, on peut imaginer que dans notre cerveau, on a un livre qui est comme notre autobiographie. Donc si on ouvre les pages, on peut voir les événements personnels qu'on a vécus, avec par exemple des détails comme la date, avec qui on était, comment on se sentait pendant l'événement, etc. Quelqu'un qui aurait vraiment des bonnes capacités de mémoire autobiographique, si on ouvre son livre, on pourrait voir plein de détails. Par exemple, on pourrait lire à la date du 8 mars que c'était son anniversaire, il a vraiment passé un beau moment, il était avec tous ses amis, il serait tout capable de les nommer. Il se rappelle son gâteau qui était à la vanille avec une crème aux fraises, puis les bougies sentaient bon. Donc, vous voyez, la personne elle serait capable de rappeler plein de détails. Quelqu'un d'autre, on pourrait ouvrir l'autobiographie dans sa tête et on verrait des événements qui sont un peu moins précis. Cette personne-là pourrait rappeler des événements plus généraux, comme par exemple, elle se rappellerait de son parcours universitaire par le fait qu'elle allait souvent étudier dans des cafés, qu'elle allait s'entraîner, puis qu'elle a plutôt aimé ça, être étudiante en psychologie. Donc, vous voyez que dans un cas, il y a plus de détails que d'autres. Puis, il y a un modèle cognitif qui a été inventé pour essayer d'expliquer pourquoi il y a des gens qui ont plus de difficultés à se rappeler de souvenirs précis. Donc, le modèle d'accès en mémoire autobiographique, il mentionne que ça fonctionne un peu comme une entonnoir. Et puis, les gens qui ont des meilleures capacités de mémoire autobiographique, eh bien, ils rappellent les détails précis de leurs souvenirs, comme je vous ai dit, la date, avec qui ils étaient, qu'est-ce que ça sentait, comment ils se sentaient personnellement. Alors que les gens qui ont des moins bonnes capacités de mémoire autobiographique, c'est plus difficile de creuser sur le bout de l'entonnoir. Donc, ils rappellent des détails plus généraux, par exemple des périodes de vie qui ont duré plus de 24 heures ou qui sont arrivées plusieurs fois. Pourquoi ce modèle-là est intéressant? C'est qu'il permet d'expliquer pourquoi certaines personnes qui ont des troubles de santé mentale, comme la dépression, l'anxiété ou le trouble de stress post-traumatique, ont des difficultés en mémoire autobiographique. En fait, le modèle explique que c'est comme si ça vient boucher le bout de l'entonnoir. Ça fait en sorte que les personnes, quand ils essaient de se rappeler d'un souvenir, ils vont seulement se rappeler des détails plus généraux de l'événement. Ils ne réussiront pas à rappeler des détails précis. Donc, moi, pourquoi j'ai mesuré ça auprès de personnes réfugiées? En fait, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt, ils vivent des événements traumatiques, donc ils peuvent avoir un trouble de stress post-traumatique et donc ça peut impacter leur mémoire autobiographique.
Et pourtant, cette fonction-là est extrêmement importante pour les personnes, surtout quand ils font des demandes d'aide. Donc, on peut penser aux personnes qui arrivent au Québec et qui font une demande d'asile, donc une demande de statut de réfugié. Ils doivent raconter en détail tous les événements qu'ils ont vécus et c'est ce qui va faire en sorte qu'ils peuvent accéder à la résidence permanente, sinon ils vont être retournés dans leur pays ou même emprisonnés. Donc, c'est une fonction qui est extrêmement importante et qui pourrait être affectée chez les personnes réfugiées. Donc, c'est pourquoi j'ai mesuré chez 27 participants réfugiés le niveau de symptômes de stress post-traumatique qu'ils avaient avec un questionnaire qui était adapté aux populations réfugiées. Et puis, j'ai également mesuré leur capacité de mémoire autobiographique. Donc, j'ai fait une étude qui est observationnelle. Donc, je suis vraiment à regarder le lien entre les deux variables. Je ne regarde pas de cause à effet, mais je vois s'il y a une relation entre les deux variables. Peut-être que vous vous demandez comment j'ai fait pour mesurer la mémoire autobiographique, parce que je n'ai pas regardé dans la tête des gens pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans leur autobiographie. J'ai utilisé une technique un peu plus douce. En fait, j'ai utilisé une tâche qui est souvent utilisée dans les études pour mesurer cette fonction cognitive-là, qui consiste à demander aux participants de raconter des souvenirs en lien avec un mot-clé. Et puis là, je leur explique que les souvenirs qu'ils me racontent, il faut qu'ils soient le plus précis possible. Donc, il faut que ça dure moins de 24 heures, que ça allait arriver dans un temps précis et un lieu précis. Et je leur donne un exemple, comme par exemple celui de l'anniversaire. Je leur donne aussi un exemple de ce qui n'est pas un souvenir précis, comme par exemple celui de la période qu'on est à l'université. Et puis, je leur présente 10 mots-clés. La moitié sont positifs, la moitié sont négatifs. Ça, c'est pour pouvoir voir est-ce qu'il y a un effet sur la mémoire des souvenirs positifs et des souvenirs négatifs. Et ensuite, moi, de mon côté, j'analyse chaque souvenir qu'ils m'ont dit et je regarde à quel point ils m'ont donné des détails qui étaient précis sur le ratio des détails total qu'ils m'ont donné. Donc, les détails qui étaient non précis et les détails précis. J'ai rencontré 27 participants qui venaient d'un petit peu partout à travers le monde, mais qui étaient tous et toutes réfugiés ou demandeurs d'asile au Québec. Donc, j'étais quand même assez fière de voir que j'avais une bonne étendue de personnes qui venaient d'un peu partout. Puis, j'ai réalisé, là, après avoir recruté tous mes participants, que j'avais 2 groupes de participants dans mon échantillon. En fait, le premier groupe, c'était davantage des réfugiés de guerre qui avaient fui à pied leurs frontières et qui étaient installés dans un camp de réfugiés. Puis l'ONU les avait réinstallés au Québec. La plupart des gens étaient réfugiés d'Afrique subsaharienne ou du Moyen-Orient dans ce groupe-là. Dans le deuxième groupe, c'était davantage des gens qui avaient fui la persécution et les menaces de mort. Puis ces gens-là sont venus par eux-mêmes en avion aux États-Unis et ensuite ils ont traversé en taxi par le fameux chemin Roxham, qui est le chemin de passage là, pour rentrer au Québec pour les personnes qui veulent faire une demande d'asile. Donc ces gens-là, la plupart n'avaient pas encore leur statut de réfugié, ils étaient encore en train de faire leur demande. Et la plupart venaient d'Amérique du Sud. Donc, vous voyez que c'était assez hétérogène, ma population. Donc, j'ai décidé de faire mes analyses séparément selon les 2 groupes, puisque je trouvais que c'était un peu trop différent pour toutes les mettre dans le même bateau. Donc, maintenant, je vais vous présenter mes résultats. Comme je vous ai dit, je regarde le lien entre les symptômes de stress post-traumatique et les capacités de mémoire autobiographique. Je vais vous présenter seulement les résultats pour les souvenirs qui étaient négatifs. Donc, je vous ai montré qu'il y avait 5 mots-clés négatifs et 5 mots-clés positifs, puisque je peux vous dire d'avance qu'il n'y avait aucun résultat qui était significatif pour les souvenirs positifs. Puis, comme je vous ai dit, je vous présente les résultats selon les 2 groupes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les réfugiés qui n'avaient pas été exposés à la guerre? Donc, ça, c'est le groupe qui avait fui pour les persécutions et les menaces de mort. En fait, la relation allait dans le sens de ce que je vous ai présenté au début. Plus qu'il y avait de symptômes de stress post-traumatique, bien, moins bonne était leur capacité de mémoire autobiographique, ce qui fait vraiment du sens avec le modèle que je vous ai présenté, où que ça vient boucher le bout de l'entonnoir et ça fait en sorte que les gens rappellent davantage les souvenirs généraux parce qu'ils essaient d'éviter de se rappeler les éléments négatifs. Ça fait du sens avec la théorie, mais je réinvente rien en présentant ça parce qu'il y a déjà un modèle qui a été inventé et qui explique ça déjà. Ce qui est intéressant dans ce que j'ai obtenu comme résultat, c'est pour l'autre groupe, qui était le groupe des réfugiés qui avaient été exposés à la guerre, donc à de multiples traumatismes extrêmement violents et répétés. Et ce groupe-là, je vous laisse la chance de regarder ce résultat qui est très surprenant. On voit que c'est totalement l'inverse de ce que j'ai obtenu dans l'autre groupe. Donc ici, plus les gens avaient de symptômes de stress post-traumatique, eh bien meilleure était leur capacité de mémoire autobiographique. J'ai été étonnée de voir ça parce que c'était vraiment le contraire de ce que j'avais lu dans le modèle théorique. En fait, j'ai essayé d'expliquer les résultats et c'est ce que je travaille encore dans la rédaction de ma discussion d'article.
Mais on pourrait penser que le fait d'avoir vécu de nombreux événements traumatiques répétés crée un schéma négatif du soi chez les personnes qui fait en sorte qu'ils vont avoir des meilleures capacités à se rappeler des souvenirs négatifs. Parce qu'on se rappelle que les résultats sont seulement significatifs pour les souvenirs négatifs. Donc, pour conclure, c'est sûr qu'on peut expliquer cette différence-là par le fait que certains ont vécu des traumatismes de guerre et d'autres non, mais je laisse quand même une porte ouverte au fait que ça se peut très bien que ce soit également pour des différences culturelles, étant donné que, comme je vous ai présenté, les deux groupes venaient pas du tout, même pas du même continent. Donc, on peut penser que dans certaines cultures, la mémoire autobiographique peut ne pas avoir la même importance que dans une autre culture. Donc, par exemple, dans les cultures qui sont plus orientales, la mémoire autobiographique, c'est moins valorisé qu'elle soit très précise parce qu'on valorise plus la collectivité. Donc, dans ces cas-là, les gens qui ont une meilleure mémoire autobiographique, eh bien, ils vont plus vivre des troubles de santé mentale. Donc, je laisse la porte ouverte à ça dans mes résultats, puis j'espère qu'il y a des études qui auront un plus gros échantillon vont permettre là, de venir démystifier ça. Puis, juste avant de terminer, c'est pas en lien avec mon étude, mais tant qu'à avoir une tribune, j'aime ça parler un petit peu de certaines considérations en lien avec les personnes réfugiées. Parce que là, je viens de vous dire que, vu qu'ils ont vécu des événements traumatiques, ils peuvent avoir des difficultés cognitives, mais en aucun cas, je vais affirmer qu'ils vont être un fardeau pour la société à cause de leurs difficultés cognitives. Donc, en effet, les statistiques montrent tout le contraire. C'est des personnes qui sont extrêmement résilientes. Puis, en fait, le taux de chômage est le même chez les Canadiens nés que chez les personnes réfugiées. Donc, c'est pas vrai qu'ils arrivent ici puis qu'ils font rien. Après 5 ans qu'ils sont ici, là, ils ont tous des emplois, là, puis ils contribuent beaucoup à la société. Et puis, il y a le taux de diplomation est même plus élevé chez les personnes réfugiées. Donc, c'est des gens qui veulent s'impliquer, qui veulent s'intégrer beaucoup. Puis depuis que je suis sur la scène, là, il y a 400 personnes à travers le monde qui ont été forcées de fuir leur pays pour trouver la sécurité, d'où l'urgence de venir en aide aux personnes réfugiées. Puis, si vous voulez faire une petite action, là, il y a beaucoup d'organismes bénévoles qui s'occupent de l'intégration des personnes réfugiées, comme le SANA Trois-Rivières. Puis, sinon, si vous voulez faire ça dans le confort de votre salon, il y a plusieurs pages qu'on peut suivre sur Instagram, sur Facebook, comme la page de l'ONU sur l'organisme des réfugiés, qui permet de rester là, sensibilisé à tout ce qui se passe à travers le monde pour ne pas oublier là, tout ce que les personnes réfugiées vivent à tous les jours. Merci beaucoup. Comment on fait pour promouvoir la diversité et réduire la stigmatisation en dehors des campus universitaires, collégiales, dans ces places-là, c'est plus... Oui, bien, tout à fait, mais juste pour rectifier, c'est après 5 ans de leur arrivée, juste pour pas non plus leur mettre une pression trop intense. Quand ils arrivent, il faut qu'ils apprennent la langue avant de pouvoir travailler. Mais en fait, moi, par mon expérience personnelle, je trouve que ce qui aide le plus les gens, c'est à être sensibilisés à leur cause, c'est de s'intégrer dans des organismes bénévoles. Mais c'est sûr que c'est pas non plus notre mononcle raciste qui aura envie de faire ça. Mais le fait d'organiser des activités par la ville, des activités, par exemple, que les gens sont dans des parcs, puis qui vont côtoyer les gens un peu par hasard, ou je pense que ça peut permettre à la communauté de se rencontrer puis de réaliser qu'il n'y a pas tant de différence que ça, puis que les gens, au final, on est tous humains, puis je pense que c'est ça, c'est vraiment d'organiser des activités d'inclusion sociale là, qui réunissent toute la population ensemble. Oui. Oui, en fait, c'était volontaire que je ne les ai pas inclus. Au départ, je voulais vraiment cibler aux réfugiés de guerre, qui était mon groupe que je vous ai montré les résultats qui m'ont le plus surpris.
mais parce que c'était tellement difficile de recruter, j'ai élargi également aux réfugiés plus qu'on dit comme politique. Mais à cause, j'ai quand même pas élargi jusqu'aux réfugiés climatiques. Il y a moins d'études qui ont été faites là-dessus. C'est un phénomène qui est plus récent, mais j'imagine que dans le futur, il va y en avoir plus d'études. Mais malheureusement, je peux pas t'en dire plus là-dessus. Oui, bien, en fait, la question, c'est pourquoi il y a quand même plus de la moitié des personnes réfugiées, malgré toutes les expériences traumatiques qu'ils vivent, pourquoi il y en a qui ne développent pas le trouble de stress post-traumatique. Puis ça reste encore un sujet qui est de beaucoup d'intérêt en recherche, puis il y a des modèles qui essaient d'expliquer qu'est-ce qui cause quoi, puis il y en a notamment qui essaient d'expliquer ça avec la mémoire autobiographique, en disant que les gens qui ont des meilleures capacités de mémoire autobiographique, ça va être un facteur de protection pour le trouble de stress post-traumatique. Fait comme je disais, moi, mon étude, c'est observationnel. Donc, je te montre la relation de deux variables, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est cause à effet. Donc, est-ce que c'est le trouble de stress post-traumatique qui occasionne une diminution de la spécificité en mémoire ou c'est le contraire? Même mon étude a montré que ça peut être le contraire chez certains groupes de réfugiés, mais ça reste un questionnement que plusieurs chercheurs se posent encore à voir qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y en a qui ne le causent pas. Il y en a certains qui disent que c'est le style de raisonnement un peu... les gens qui ont un raisonnement un petit peu plus concret et moins émotionnel vont moins développer un trouble de ce genre-là. Mais c'est difficile à faire les études là-dessus. Là. Il y en a qui font sur des jumeaux, un jumeau qui serait allé à la guerre, deux jumeaux qui seraient allés à la guerre, un qui a développé et pas l'autre. Donc, essayer de voir. Mais c'est difficile à venir isoler comme variable. Oui? Ouais, dans mon étude, comment je m'y suis pris, c'était vraiment avec le nombre de différents types d'événements traumatiques qu'ils ont vécu. Donc, c'est une échelle qui allait de 0 à 28. 0 étant, j'ai vécu aucun type d'expérience traumatique, puis 28, j'ai vécu 28 types différents. Mais par exemple, s'ils ont vu ses deux parents se faire assassiner devant leurs yeux, ça coterait pour 1 dans cette échelle-là. Donc moi, je trouve que c'est une critique de l'échelle parce que ça ne considère pas de la violence de chacun des traumatismes. Moi, je trouve qu'une échelle devrait être inventée qui coterait, par exemple, pour 5 pour un événement comme ça, alors que le fait de se faire piller et voler, ça pourrait compter pour 1. Mais c'est une très bonne intervention, puis c'était une critique d'un des instruments que j'ai utilisé, justement. Merci, Justine. Donc, c'était la dernière présentation de la soirée. Avant qu'on se quitte, j'aimerais faire quelques remerciements. Bon, premièrement, remercier les présentateurs et présentatrices qui sont venus à la soirée. Donc, Rose-Marie, Gabrielle, Olivier et Justine. On peut les applaudir une dernière fois. Ensuite, j'aurai les bénévoles du comité Bistro Brain à Trois-Rivières à remercier. Donc, Rose-Marie, Gabrielle, Marion, Alexis, moi-même et Simon. Donc, on peut les applaudir. Ensuite, j'aimerais remercier le staff et la Chasse-Galerie de nous avoir accueillis ce soir. Puis, encore une fois, notre commanditaire de la soirée, donc les Fonds de la recherche du Québec. Puis, avant qu'on se quitte, on aurait le quiz à faire, le quiz sur les présentations. Donc, vous avez juste à scanner le code QR ici avec vos téléphones. Puis, je vous laisse 10-8 minutes pour répondre.